Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Sens Public. C'est parti pour 90 minutes d'analyse de l'actualité, des reportages, des experts, du temps pour débattre en profondeur, la volonté de prendre du recul sur les événements. C'est le cocktail que l'on vous propose tous les soirs à 18h et 22h sur Public Sénat avec deux chiffres ce soir. Le 11 d'abord, comme la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Séquence impressionnante d'unité syndicale qui continue, même s'il y avait aujourd'hui moins de grévistes et de manifestants. Moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, que cette réforme est totalement injuste. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de partir à 62 ans et demi et je pense que c'est injuste pour les gens qui font des métiers difficiles. Comment maintenir la pression dans les jours et les semaines qui viennent, même après la décision du Conseil constitutionnel la semaine prochaine? Réponse dans une minute. Et puis notre second chiffre, c'est 3 000 milliards d'euros. Le montant de la dette française, elle a flambé pendant la crise Covid. Elle nous coûte de plus en plus cher avec la remontée des taux d'intérêt. Est-elle soutenable? La réforme des retraites, on y revient, a-t-elle été lancée pour calmer nos créanciers et nos partenaires européens? On en débat dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, notre reportage au cœur de la manifestation parisienne avec Cécile Sixou et Jonathan Dupriez. Près de 400 000 personnes à Paris selon la CGT et des tensions en marge du cortège. Les syndicats ne lâchent rien et comptent sur la mobilisation de la rue pour faire pression sur le gouvernement après le refus hier d'Elisabeth Borne de retirer le projet de loi. Je crois qu'il n'y a plus que la rue quasiment qui peut faire quelque chose contre la réforme des retraites. On a vu hier, lors de notre discussion avec la Première ministre, qu'il n'y a pas eu de geste d'ouverture, qu'il n'y a pas eu de retrait, qu'il n'y a aucune solution dans le dialogue pour arriver à faire retirer cette loi. Aujourd'hui, le gouvernement, il est quand même dans l'impasse. Il veut tourner la page, nous ne voulons pas et donc il est coincé. Donc c'est la rue qui fait que le gouvernement est dans l'impasse. S'il ne retire pas cette réforme, on ne passera pas à autre chose, on refusera et il ne pourra plus gouverner, réformer le pays. Le gouvernement attend de son côté la décision du Conseil constitutionnel le 14 avril prochain pour passer à autre chose. Mais pour Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, même si les mobilisations commencent à peser pour les salariés, le malaise est désormais profond. Il se passe quelque chose dans ce pays, on peut nous arguer des statistiques des uns et des autres. La réalité, c'est qu'il y a un malaise social, qu'il y a une crise sociale et que depuis quelque temps, ça commence à se transformer en crise démocratique. Les syndicats comptent sur la censure du projet de loi par les sages du Conseil constitutionnel. L'autre option serait que l'institution donne son feu vert à l'organisation d'un référendum d'initiative partagée pour retarder la promulgation de la loi. Je vous présente tout de suite mes invités. On a beaucoup de thèmes à aborder avec eux. Franck Morel, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes avocat associé à Flichy Granger Avocat, ancien conseiller social du Premier ministre. Édouard Philippe, Christelle Craplet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes directrice de BVA Opinion. Laurent Fragerman, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, sociologue, historien, spécialiste des mouvements sociaux. Et j'accueille également Mathilde Sirot. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Thomas. Bienvenue à vous, comme chaque jeudi. Depuis quelques semaines, vous êtes éditorialiste politique. Franck Morel, quel bilan vous faites de cette journée? Je commence avec vous. Est-ce que c'était... moi, j'ai ressenti un peu les deux. C'est à la fois une nouvelle démonstration de force, je trouve, parce que ça fait 11 journées que ça dure. C'est un temps long. L'intersyndicale, l'unité syndicale, elle est toujours là. Et en même temps, bon, voilà, un symbole peut-être des difficultés à maintenir la mobilisation. Si je cherche une image, je dirais qu'on est sur un faux plat, d'une certaine manière. C'est-à-dire, on se situe dans une période qui est la période qui sépare le vote par le Parlement, achevé par le mécanisme du 49.3, et puis qui précède la décision du Conseil constitutionnel qui permettra de savoir si la loi peut être promulguée. Et donc cette période, elle est assez longue en réalité, puisqu'elle va nous mener jusqu'au 14 avril, et chacune des parties, gouvernement d'un côté, organisation syndicale de l'autre, doit occuper le terrain pendant ce laps de temps. Alors, on évoquera sans doute tout à l'heure la réunion de Matignon hier, qui est une étape, effectivement, dans ce cadre-là, avec des signaux de part et d'autre qui ont été envoyés dans ce contexte. Mais on le voit bien. Donc, il faut se rappeler d'une chose. Je voudrais donner un deuxième chiffre. C'est aujourd'hui la 11e journée de mobilisation. Lors de la réforme de 2010, il y avait eu 14 journées de mobilisation. Donc, on est encore dans un étiage à réforme équivalente, puisque c'était déjà une réforme qui élevait l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans, et qui était aussi extrêmement contestée par l'ensemble des organisations syndicales et par l'opinion publique à l'époque. Et donc on avait eu 14 journées de mobilisation. Est-ce qu'on en aura 14 ? Est-ce qu'on en aura un peu plus ? Il n'est pas impossible qu'on en ait
un peu plus potentiellement. Mais en tout cas, pour l'instant, on est dans ce faux plat. Oui. Voilà. Parce qu'effectivement, et on y viendra un peu plus tard, il y aura la question de ce qui peut se passer et de la stratégie des uns et des autres après la décision du Conseil constitutionnel. Je rappelle qu'on sera exceptionnellement en direct ce vendredi pour analyser la décision des sages. Christelle Craplet, on l'a dit, moins de manifestants, moins de grévistes. Ça, c'est un constat chiffré de cette journée. Mais ça ne veut pas dire que l'opposition à la réforme, elle faiblit en France. Non, pas du tout. Dans les enquêtes, on voit toujours les mêmes chiffres. Vous avez un peu l'impression de vous répéter depuis quelques semaines. Quelque part, on a une opposition qui reste très très forte à la réforme et à sa mesure phare, le recul de l'âge. Donc c'est là où on voit mal comment ça pourrait un peu changer. Et un souhait de poursuite de la mobilisation. On avait fait une enquête juste après la décision du 49.3. On avait encore une majorité de Français, 60%, qui souhaitaient que le mouvement se poursuive. Donc on est effectivement dans cette situation où l'opinion reste très fortement opposée à ce projet et n'a pas changé. Laurent Fragerman, à l'heure où on parle, il y a quelques incidents, il y a eu quelques violences en marge du cortège parisien, le restaurant La Rotonde qui a été ciblé parce que c'était le lieu qu'avait choisi Emmanuel Macron pour fêter sa victoire, une banque qui a été saccagée, on voit bien le symbole qui a été associé. Bon, on ne veut pas donner trop d'importance à ça, mais voilà, dans l'optique des syndicats, comment les syndicats gèrent ce risque ou cette dérive possible ? Alors, ils la craignent, j'imagine. Oui, ils la craignent. D'abord, parce que c'est pas leur tradition. Ils n'ont pas envie qu'il y ait des émeutes dans Paris. C'est pas du tout leur objectif. Et de ce point et d'un autre côté, il y a chez une partie des gens mobilisés, il y a une forte critique des violences policières. C'est quelque chose qui est fédérateur, notamment chez les jeunes, ça c'est évident. Et aussi chez une partie des gens qui manifestent régulièrement et qui ont pu avoir affaire à des activités policières qui posent problème. Alors du coup, quand on voit par exemple Jean-Luc Mélenchon dans la manifestation qui insistait sur cet aspect, il faut bien se rendre compte que c'est un aspect clivant parce que vous avez cette partie-là démobilisée et toute une autre très importante qui se sent plutôt protégée par la police et qui voit aussi que quand on envoie des pierres sur des policiers, on n'est pas tout à fait bienveillant. Donc, dire ça. Voilà. Donc du coup, c'est quelque chose qui est plutôt problématique clairement pour les syndicats parce que ça peut dissuader les gens de manifester. Mais pour l'instant, Christelle Craplet, on ne voit pas l'opinion basculer sur cette question de la violence parce que c'est vrai que ça peut être, on parle de stratégie de pourrissement, ça peut être une stratégie évidente, mais pour l'instant, on ne voit pas ça. Non, et on avait posé une question justement quand les mouvements ont commencé, il y avait ça dégénérait d'un certain point de vue, ça inquiète les Français, mais ça ne les retourne pas complètement et surtout pas, ça ne va pas faire que tout d'un coup ils vont devenir favorables à la réforme. Il y en avait même 20%, ce qui n'était pas négligeable, qui les comprenaient. Donc finalement, qui imputait un peu la responsabilité au gouvernement en disant c'est le pourrissement qui provoque ces débordements et on a une forme de, ça veut dire qu'il le justifiait, mais une forme de compréhension. Mais généralement, même si ça crée de l'inquiétude, ça ne retourne pas du tout l'opinion. Il y a un autre élément, je reviens vers vous tout de suite, mais il y a un autre élément, Laurent Fragerman, qui est intéressant, c'est la fiche de paye. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de grévistes qui ont reçu là, le salaire du mois de mars et ils ont vu ce que ça coûtait de faire grève. C'est aussi trivial et basique que ça, mais c'est un élément très important. Absolument, et c'est pour ça que, justement, pour revenir sur 2010, moi je me suis concentré sur les enseignants, puisque Pape Ndiaye a fait une vidéo très rediffusée où il se vantait de dire que les enseignants n'étaient pas à la pointe du mouvement. Alors j'ai regardé les chiffres officiels, je me contente de ça. Il y a déjà aujourd'hui, par rapport aux chiffres annoncés en un trimestre, il y a déjà 20% de plus de jours de grève que toute l'année 2010. C'est pour vous donner un peu une ampleur. Donc, des enseignants plus mobilisés cette année qu'en 2010. Absolument. Ça, c'est un élément que vous ne pouvez pas et sur toute l'année en plus. Donc effectivement, ça finit par être un chiffre important. Mais le problème, en fait, c'est que vous avez, plus le mouvement se diminue, là il est un peu stable. Je suis d'accord sur l'idée du faux plat, c'est-à-dire que dans la fonction publique, toute fonction publique confondue, c'est le même chiffre que la semaine dernière. C'est les chiffres de Bastien Scordia. Du coup, on a le problème, c'est que ce sont les grévistes habituels qui vont faire, quand vous avez 6 ou 10% de grévistes, c'est un peu les mêmes. Et même s'il y a des caisses de grève, vous avez une espèce d'avant-garde un peu grosse qui va continuer le mouvement. On en a vu un exemple dans le reportage, mais le reste ne suit pas forcément. Alors Franck Morel, je voulais qu'on s'appuie sur votre expérience de conseiller social d'Édouard Philippe et du Premier ministre, parce que vous en avez vécu des négociations difficiles, notamment sur la version, la réforme des retraites, première version. Ce qui s'est passé
passé hier, l'intersyndicale qui claque la porte. Enfin, c'était écrit, tout le monde se demandait est-ce que ça va durer 5 minutes ou 1 heure. Bref, on est dans quoi? Une sorte de théâtre social. Ça sert à quoi? Alors, pardon de là aussi poser une question basique, mais ça sert à quoi si c'est écrit d'avance, quoi? Non, de toute façon, il y a toujours des rituels, et il y a toujours un certain nombre de réunions avec des codes et avec une forme de théâtralité, effectivement, dans l'organisation du dialogue social. Que ce soit l'organisation du dialogue social au niveau local ou au niveau national. Et donc, ce type de réunion est toujours marqué par la prise en considération et l'envoi d'un certain nombre de signaux. Quelle était la stratégie des deux partis, dans le cas d'espèce? La stratégie du gouvernement consistait à montrer que le gouvernement avait la capacité de renouer le lien avec les organisations syndicales et de faire en sorte que les organisations syndicales se déplacent à Matignon. Donc le simple fait qu'ils soient autour de la table, c'était déjà entre guillemets si vous me permettez gagné. l'expression d'Elisabeth Borne, c'était ça. C'était j'ai réussi à faire en sorte que les organisations syndicales se déplacent à Matignon. Et évidemment, on a bien vu à travers, par exemple, la question de l'ordre du jour. Il y avait un ordre du jour qui n'était pas les retraites, mais Elisabeth Borne avait pris soin de dire si vous avez envie de parler des retraites, évidemment, il n'est absolument pas interdit de parler des retraites. Donc on avait, voilà. La stratégie des organisations syndicales, c'était vis-à-vis de leur base de montrer que bien qu'allant à Matignon, eh bien, ils allaient porter un message qui était le message du retrait de la réforme. Et donc ils ont tous conclu leur intervention par « allez-vous retirer chaque partie, voilà, de ce point de vue-là, on peut dire paradoxalement que, et je dis paradoxalement parce qu'on a parlé dans la presse notamment d'échecs, de la réunion, etc., mais paradoxalement, cette réunion, au regard des objectifs des partis que je viens d'indiquer, n'est pas un échec. Ni pour les uns, ni pour les autres. Ni pour les uns, ni pour les autres. C'est une étape. C'est une étape dans le processus. Il y aura sans doute d'autres réunions. Alors, la question en réalité qui se pose par rapport à la dynamique du mouvement social, c'est le fait qu'il y a un certain nombre de moments clés dans un mouvement. Alors, il y a eu un moment clé à travers le 49-3. Pourquoi cette histoire du 49-3 a été un moment clé? Parce que le gouvernement a sans doute fait l'erreur de dramatiser le non-recours, dans un premier temps, au 49-3. Et donc cette dramatisation du non-recours s'est retournée contre lui, puisque... Oui, ça aurait pu être un non-événement s'ils avaient dit depuis des jours et des jours... Depuis le début, écoutez, il y a cet outil, on l'utilisera si besoin. Bon, là, la prochaine étape, ça va être le Conseil constitutionnel. Alors, on y viendra plus tard. Voilà. Donc, je vous interromps tout de suite sur le Conseil constitutionnel. Il y aura beaucoup de choses à dire. Mathilde. Juste un mot, Franck Morel, sur le timing, le calendrier de cette rencontre. Oui. C'était à la veille d'une nouvelle mobilisation, on a vu aujourd'hui. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu attendre justement cette date du 14 avril où l'on va connaître les décisions du Conseil constitutionnel pour vraiment remettre tout le monde autour de la table? Est-ce que c'était pas curieux de convoquer cette rencontre cette semaine? C'est pas incompatible. Le président de la République a annoncé, je crois, qu'il entendait rencontrer les organisations syndicales après le 14 avril. Encore une fois, les buts de guerre de cette réunion étaient assez réduits, modestes et spécifiques. Et on peut considérer qu'ils ont été atteints. Donc de cette perspective-là, effectivement, le moment était plutôt le bon. Il aurait été compliqué pour le gouvernement d'organiser ce type de réunion, par exemple, pendant le débat parlementaire. Parce que précisément, pendant le débat parlementaire, on était au moment où c'était la démocratie parlementaire. C'est toujours l'éternel débat, démocratie parlementaire versus démocratie sociale. Pardon de vous interrompre, Franck Morel. Je fais en sorte que tout le monde puisse prendre la parole. Votre avis, peut-être la réponse à la même question que posait Mathilde sur le timing. Est-ce qu'il y avait un bon timing ou un meilleur timing pour cette réunion? C'est un bon timing si on fait une première réunion et qu'on commence à avoir des portes qui s'ouvrent. Alors, aucune porte n'a été ouverte, c'est ça le problème. Je pense que la pédagogie, on a beaucoup parlé de pédagogie en général dans les mouvements, là, elle a été réussie par les syndicats. Et que l'histoire de la médiation de la pause qui avait été lancée par Laurent Berger la semaine dernière, enfin un peu plus avant, ça a marqué les esprits. Donc il fallait absolument que le gouvernement réagisse, montre à son tour qu'il pouvait proposer quelque chose. Et d'un autre côté, les syndicats, finalement, qui auraient pu être divisés en refusant le retrait, ils ont pu, de fait, avoir une position unie. Et puis, Christelle Crapet, il y a la question Elisabeth Borne aussi. C'est compliqué pour une première ministre qui est fragilisée par l'échec puisque effectivement, vous nous l'avez dit, il y a eu la volonté d'éviter le 49-3. Finalement, elle a dû recourir à cet outil constitutionnel.
Moi, j'essaye de me mettre à sa place. C'est-à-dire, dans une réunion comme ça, dans le regard des autres, ils se disent quoi? Elle est démonétisée, elle est fragilisée. Comment ça peut se passer? C'est très compliqué, effectivement, pour elle. D'ailleurs, on voit dans les enquêtes d'opinion que sa cote de popularité a nettement baissé. Après, elle a beaucoup moins baissé que celle d'Emmanuel Macron. Oui. Et dans l'esprit des Français, le principal responsable de la situation, ce n'est pas Elisabeth Borne, c'est Emmanuel Macron. Donc elle, j'ai envie de dire, elle continue sa feuille de route. On lui a dit qu'il fallait qu'elle rétablisse le dialogue. Bon, elle organise cette réunion. Moi, je pense que ça envoie quand même un signal que le dialogue n'est pas totalement rompu. Dans nos enquêtes, on voyait que les Français étaient très partagés. Il y en avait que 51% qui disaient qu'ils pouvaient encore se parler, le gouvernement et les syndicats. Donc, le fait est qu'ils peuvent, entre guillemets, se parler parce qu'ils peuvent se réunir autour d'une table. Après, sur le fond, ça n'a rien changé. Mais voilà, ça occupe l'espace en attendant cette réunion, cette décision du Conseil constitutionnel. Alors, justement, c'est la prochaine étape, vendredi prochain. Je vous rappelle qu'on sera en édition spéciale de Sens Public. Les groupes de gauche au Sénat, ils ont déposé ce matin leur recours au Conseil constitutionnel. Tiens, on écoute Patrick Kanner, qui est le président du groupe socialiste au Sénat. Il était au micro de Samia Dechir et Mathias Araez. Nous avons évoqué des arguments de droit constitutionnel, et nous avons dit au Conseil, si ce texte passait tel qu'il était aujourd'hui, ce serait vraiment une remise en cause des grands équilibres institutionnels dans la Ve République. Et pour aller plus loin, je propose à Tam Tranui de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Tam, bienvenue Thomas, bonsoir à tous. Pour nous éclairer sur ce que l'on attend de cette décision du Conseil constitutionnel vendredi prochain. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors censure totale, censure partielle, voilà où réside le suspense. Alors il y a une certitude pour de nombreux constitutionnalistes, c'est que certains points du texte n'ont rien à faire dans ce texte. Un PLFSSR, un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative, car il n'impacte pas les finances de 2023. Ce sont ce qu'on appelle des cavaliers sociaux. On en a beaucoup parlé. L'index senior, le CDI senior. Peut-être certains points qui concernent le compte pénibilité seraient dans le viseur et pourraient donc être censurés. Et cela aurait pour effet de durcir le texte, de retirer le sucre à la potion des retraites qui n'en serait que plus amère. En revanche, là-dessus, on ne serait pas dans la nouveauté. On serait dans la droite lignée de ce que font les sages tous les ans. Tous les ans, il y a des points du budget de la sécurité sociale qui sont censurés parce que les parlementaires font des petites sorties de route qui ne correspondent pas toujours aux véhicules législatifs. Alors, on va prendre une autre hypothèse. La censure totale, évidemment, ce serait une autre histoire. Et oui, et les saisines de la gauche et du RN réclament cette censure totale pour deux motifs. Déjà, on va se pencher sur la première raison, le détournement de procédure. On n'utilise pas un budget de la sécurité sociale pour une réforme d'ampleur comme celle des retraites. Normalement, ce texte rectificatif doit, comme son nom l'indique, rectifier le budget précédent, celui de 2022, et ce n'est pas ce qu'il fait là. Alors, est-ce que pour autant, le Conseil constitutionnel va sanctionner le gouvernement ? Ça serait une surprise en tout cas, car le Conseil constitutionnel n'est normalement pas le juge du comportement du gouvernement. Ce n'est pas le rôle qu'il s'est donné jusqu'ici. Donc, soit il ne censure pas, il reste donc dans son rôle classique, mais il y a donc là encore un effet, ça crée un précédent. Le gouvernement peut se sentir alors autorisé à recommencer, auquel cas il pourrait à nouveau détourner un texte budgétaire et utiliser le 49.3, soit il censure totalement, et là c'est une révolution pour le Conseil constitutionnel. Alors, vous aviez annoncé deux raisons pour une éventuelle censure totale. Quelle est la deuxième? Et la deuxième raison, c'est le principe de clarté et de sincérité des débats qui n'auraient pas été respectés. Et pour le constitutionnaliste Dominique Rousseau, c'est un motif crédible. Écoutez. On n'a pas voté à l'Assemblée nationale, on s'est arrêté à l'article 2. On a utilisé l'article 38 du règlement au Sénat, qui limite à un orateur pour, un orateur contre. On a utilisé l'article 44 sur le vote bloqué. Donc, si vous voulez, la clarté et la sincérité du débat n'ont pas été respectées de manière manifeste, grave et répétée, au point que le Conseil pourrait dire que la loi n'a pas respecté la procédure parlementaire ordinaire et donc censurer la loi. Voilà, il est très affirmatif, Dominique Rousseau, mais les professeurs de droit ne sont pas nombreux sur sa ligne, car normalement, le Conseil constitutionnel estime que ce n'est pas à lui, mais bien au Parlement de faire lui-même la police de son débat. D'ailleurs, ce principe de clarté et de sincérité des débats à respecter, il existe déjà depuis 2005. Jamais jusqu'ici un texte n'a été censuré par les sages pour ce motif. Et depuis 1958, le Conseil constitutionnel n'a censuré des textes que 5 fois pour des raisons
révision de procédure. Mais on comprend qu'il y a une sacrée différence entre ce que le Conseil constitutionnel peut faire et ce qu'il va faire. Et oui, vous avez d'un côté le débat juridique et de l'autre le rôle que les sages considèrent être le leur. Retoquer l'intégralité d'une telle réforme ferait changer le Conseil constitutionnel de dimension, le ferait sortir de sa réserve, de sa prudence habituelle. Alors va-t-il le faire? Telle est la question à laquelle je ne répondrai pas, car j'ai une chance sur deux de me planter. Voilà. Oui, prendre un risque. Comme tout le monde. Ah bah voilà, Dominique Rousseau l'a pris, après on va le lui rappeler pendant 10 ans. Mais une chose est sûre, et je vous livre alors l'analyse du politiste et constitutionnaliste Bastien Fransat, soit c'est la censure totale, et on entre alors dans une crise politique gigantesque, soit eh bien, le texte, il est partiellement censuré, du coup, il est durci. La colère des Français sera toujours là, peut-être encore renforcée. Bref, la sortie de crise, c'est pas pour le 14 avril. Merci beaucoup. Merci, Tam Tranu, pour cette analyse. Alors, je ne vais pas vous demander aux uns et aux autres de parier, entre guillemets, sur la décision du Conseil constitutionnel. Non, c'est plus sur la stratégie, en fait. C'est ça que je trouve aussi intéressant. C'est-à-dire que vous nous disiez, il y aura peut-être plus de 14 journées de mobilisation quand on compare avec 2010. Ça se tient là, finalement. La stratégie des syndicats, de l'intersyndical, ça va être quoi? De maintenir une pression, mais peut-être sous une forme un peu différente? Comment vous voyez les choses? Effectivement, c'est la grande inconnue pour l'après 14 avril. Laurent Berger a indiqué, je crois, et tous les mots sont importants, qu'il, je cite, reconnaîtrait la décision du Conseil constitutionnel. Oui. Les mots sont importants. Il a dit reconnaître. Alors, ça veut dire reconnaître la légitimité. Est-ce que pour autant, ça veut dire, et évidemment, ça serait compliqué pour lui aujourd'hui de dire ça, ça veut dire que le mouvement cesse après, mais je pense qu'il y aura quand même un élément nouveau après, parce que la décision du Conseil constitutionnel, si elle valide l'essentiel du texte, et notamment le fameux article sur l'élévation de l'âge, induira assez rapidement, sans doute, le gouvernement aura intérêt à le faire assez rapidement, quelques jours après, le lendemain ou le surlendemain, une promulgation du texte. Et effectivement, il y aura ensuite une question essentielle qui sera posée au mouvement social, c'est quelle position dans un contexte où on n'est plus face à un projet qui n'est pas arrivé au bout de son parcours d'adoption, mais on est face à une loi. Alors il y aura sans doute la question qui se posera par rapport au référendum d'initiative partagée, mais c'est quand même un parcours du combattant, parce que le référendum d'initiative partagée suppose déjà, si le principe en est validé par le Conseil constitutionnel, de recueillir un certain nombre de signatures, et même dans l'hypothèse... 10% du corps électoral, donc ça fait 4 800 000 personnes. Assez important, dans un laps de temps assez court, et puis même dans l'hypothèse où ces signatures seraient recueillies, il faut en passer ensuite par un vote du Parlement. Donc de toute façon... On n'est pas rendu, si vous me permettez l'expression. Oui, mais quand même, et je trouve cette hypothèse du référendum d'initiative partagée, on voit bien que dans la stratégie syndicale, c'est une perspective, parce que effectivement, je crois que c'est 9 mois le temps imparti pour réunir ces 4 800 000 signatures. Bon, alors je ne sais pas s'il faut tenir, ça peut aller plus vite d'abord, mais ça veut dire qu'il faut tenir encore plusieurs mois, donc avec une stratégie un peu différente. Moi, je pense qu'ils peuvent les réunir. Je pense que quand on a 2 millions de personnes dans la rue, on peut avoir 5 millions 500 000, parce qu'il faut une marge, parce que certaines signatures seront invalidées. On peut les réunir. Après, ce sera un effort important. Mais justement, ce sera un atout pour le syndicat, parce que quand on va pour faire signer une pétition, qui est une pétition comme ça, les gens la signent, mais ils se disent ça sert à rien. Tandis que là, ça servirait à quelque chose. Donc, tout l'enjeu, ça leur permettrait peut-être de déployer une énergie militante. Oui, mais pas de la même façon. C'est-à-dire, sans doute pas avec une journée d'action chaque semaine, parce que le risque d'une journée, d'aller au bout, le risque d'une journée d'action chaque semaine, c'est de finir par avoir de moins en moins de monde dans la rue, de moins en moins de grévistes, et donc de donner le sentiment d'un essoufflement important. En fait, pour moi, c'est pas du tout un problème. Ils sont pas accrochés. J'y reviendrai sur cette question de la journée d'action hebdomadaire. Le problème, c'est que le RIP ne serait pas sur tout. Ce serait juste sur l'âge de la retraite et pas sur la durée des cotisations. On va pas non plus mettre dans la cotisation le nombre de mois. C'est pas possible. Donc, de toute façon, ce serait que partiel. Et je voudrais juste dire que sur les grèves, vous avez en gros 4 types il y a 2 grands types de grèves et plusieurs rapports. Il y a la grève hebdomadaire, la grève d'une journée, qui est très classique chez les fonctionnaires et notamment les enseignants, donc la CGT, la FO et surtout la FSU. Vous avez la grève dure, impétueuse de quelques jours des secteurs d'activité où on peut bloquer l'économie. On a cette capacité-là, les cheminots par exemple. Et les éboueurs, on va sans doute y revenir à partir de vendredi prochain.
Et eux, ils ne peuvent pas faire grève reconductible pendant 3 mois. C'est pas possible. Donc il y a un problème de synchronisation, d'articulation entre les deux. Oui. Vous avez aussi la majorité des entreprises du privé, où c'est surtout la CFDT, où il n'y a pas de grève du tout. Et où donc l'enjeu, c'est de se mettre à prendre des RTT ou faire une fois grève pour aller manifester. Et donc le problème de l'intersyndicale, c'est que autant en 2019-2020, c'était plutôt la grève reconductible qui était à l'avant de la scène, et du coup la grève d'une journée était en difficulté, autant là c'est l'inverse. Et c'est ça leur problème, c'est comment ils articulent. Avec un enjeu, Christelle Grapplet, qui est d'obtenir quelque chose pour les syndicats. Parce que les syndicats sortent plutôt grandis de la séquence. Nous, on a mesuré leur image, ils ont gagné 7 points depuis mi-février. Ils étaient très écornés, comme un peu toutes les institutions. Et là, ils ont, si je puis m'exprimer ainsi, un peu repris du poil de la bête. Mais derrière, ils n'ont pas forcément obtenu quelque chose de concret. Et quand même, dans l'esprit des Français, ce qu'il faut obtenir, c'est l'âge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recul d'âge en retraite. Et si cette mesure, elle n'est pas obtenue, et c'est quand même la plus compliquée, il y a quand même le sentiment de se dire à quoi bon ça sert, et un risque finalement d'avoir le sentiment que tout ça ne vaut pas la peine, et derrière d'avoir un rejet encore plus fort du système, des hommes politiques. Oui, le à quoi bon, il est inquiétant. C'est ça, moi c'est plutôt les suites de l'à quoi bon. Si c'est ce qui sort si c'est la lassitude et les aquabonistes qui sortent de cette longue séquence. Il y a un risque d'abstention encore plus massive au scrutin. C'est un peu le Vous avez danger. toujours dans les fins de conflits sociaux, dans les deuxièmes parties de conflits sociaux, vous avez toujours ce risque de radicalisation d'une certaine manière et de violence qui peuvent émerger. C'est un grand classique, c'est quelque chose qu'on rencontre assez fréquemment. Et puis vous avez une autre difficulté, vous l'avez souligné à juste titre, c'est la capacité à donner de la perspective pour après. Parce qu'effectivement, on voit bien que tant qu'on est dans une logique binaire, âge pas âge, c'est compliqué d'en sortir parce que le gouvernement va mener sa réforme jusqu'au bout, et donc sur cette question de l'âge, ça sera compliqué pour le mouvement social d'obtenir des signaux. Et donc toute la difficulté va être pour chacune des parties de pouvoir scénariser un passage vers une deuxième étape où chacun peut y trouver son compte. Alors on voit bien que le gouvernement a commencé à lancer un certain nombre de jalons à travers les questions de pénibilité, les questions de la loi travail. Alors c'est un peu tôt, c'est évidemment trop tôt pour les organisations syndicales de manière directe de rentrer dans ce processus, parce que ça serait admettre dès maintenant qu'il passe à autre chose que la question de l'âge. Mais après la décision du Conseil constitutionnel, on passera sans doute à quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Faudra suivre étroitement comment évolue l'opinion, parce qu'effectivement, on ne sera plus face à un projet, on sera face à une loi. Et donc, l'hypothèse d'un rejet total du Conseil constitutionnel, pour vous, elle n'est pas nulle, mais elle est assez faible quand même, parce que ça a été dit tout à l'heure, le Conseil constitutionnel, il fait du droit et il fait un petit peu de politique aussi, et il mesure les conséquences de ce qu'il est amené à faire, les conséquences pour une réforme, mais les conséquences aussi pour son rôle à lui. Et donc ça a été dit tout à l'heure. Je pense que le scénario le plus probable est celui d'une censure partielle, bien évidemment. Il y a une autre question qui a été posée par Laurent Berger, le leader de la CFDT. Je crois que c'était à sa sortie de Matignon. Sommes-nous en crise démocratique? Expression reprise par la nouvelle secrétaire générale de la CGT. C'était dans la manifestation parisienne. Tout à l'heure, on écoute Sophie Binet. Nous savons leur stratégie cynique de jouer sur la fatigue, la résignation, et derrière de faire monter le Rassemblement national. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est très grave en fait pour la situation démocratique du pays. Et c'est pour ça que oui, on le dit, on le redit, on le martèle, il y a une grave crise démocratique dont le président de la République est responsable à cause de sa politique. Et je rappelle qu'il a quand même été élu pour lutter contre le Front National. Il a été élu pour faire barrage au Front National. Et voilà le résultat de ce vote. Donc il ne respecte pas du tout le mandat populaire. Il fait l'inverse de ce pourquoi il a été élu. Alors sur cette expression de crise démocratique, Mathilde, Emmanuel Macron a répondu depuis la Chine, et pourtant il s'était fixé comme règle, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, de ne pas parler de la situation politique française quand il est à l'étranger. Effectivement, une règle plutôt théorique, puisqu'il ne l'a jamais vraiment respectée. On se souvient d'ailleurs de la petite phrase sur les Gaulois réfractaires. C'était depuis le Danemark, Thomas. Voilà, c'est plus fort que lui, Emmanuel Macron. Au premier jour de la manifestation contre la
réforme des retraites. Le 19 janvier, il avait pris déjà la parole, c'était depuis Barcelone. Il avait défendu son texte au titre qu'il était, je cite, démocratiquement présenté et validé. Donc il a récidivé hier, c'était depuis Pékin, à 8000 km de Paris, à peine arrivé sur le sol chinois et quelques heures après la rencontre entre les syndicats et Elisabeth Borne qui a tourné court. Emmanuel Macron a cru bon de s'en prendre une nouvelle fois à Laurent Berger. Lors d'une rencontre sans caméra ni micro avec des journalistes qui a été relatée notamment par le journal Le Monde, le chef de l'État a minimisé l'ampleur des grèves. Je cite, « Qu'on n'aille pas m'expliquer que le pays est à l'arrêt, ce n'est pas vrai ». Il s'en est pris au leader de la CFDT qui a parlé donc de crise démocratique. On l'a vu, il a accusé finalement en galvaudant les mots de faire monter les extrêmes. Et cette petite phrase que je vous laisse apprécier, Thomas, si les gens voulaient la retraite à 60 ans, ce n'était pas moi qu'il fallait élire comme président de la République. Oui, sauf qu'il y a un argument qu'on lui rétorque depuis plusieurs semaines. Tous ceux qui ont glissé un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne n'étaient pas forcément favorables à la retraite à 65 ans. Oui, vu les conditions de son élection, le fait qu'un certain nombre d'électeurs ont voulu plutôt faire barrage à Marine Le Pen au second tour plutôt que forcément apporter leur soutien à Emmanuel Macron, étant donné la majorité relative ensuite qui est sortie des urnes, cet argumentaire est pour le moins imprudent. Ces déclarations depuis la Chine d'Emmanuel Macron donnent le sentiment quelque part d'un président quelque peu aux abois. Quelle utilité de venir ajouter son grain de sel, de poursuivre le mano à mano avec Laurent Berger, le jour même où Elisabeth Borne tente de renouer le dialogue? Quel intérêt pour ce président adepte de la parole rare de faire le commentateur de la crise politique dans laquelle il se trouve? Cette posture est d'autant plus étonnante que le président avait délibérément choisi jusqu'au 49.3 de rester en retrait sur cette réforme des retraites. Alors certes, il s'est dit à la télévision prêt à endosser l'impopularité, mais ce genre de propos, alors que le gouvernement dit maintenant vouloir apaiser, n'est pas vraiment de nature à calmer les esprits. Quand Emmanuel Macron joue les matamores, il ne fait que renforcer l'hostilité, voire le rejet dont il fait l'objet. Alors on y reviendra effectivement sur ce timing, là aussi on parlait de temporalité, une déclaration comme celle-là, est-ce qu'il sape un peu le travail d'Elisabeth Borne? On y reviendra, mais je voudrais d'abord vous entendre, Christelle Craplet, finalement on peut parler d'entêtement, on peut parler d'obstination, alors ça dépend de quel camp politique on est, ou de courage politique sur l'attitude d'Emmanuel Macron. Il parie sur quoi? Peut-être sur la faiblesse de ses opposants politiques? Sur la division, sans doute, sur la division, de ses opposants. Oui. Parce que certes, il n'a pas de majorité, mais il n'y a pas de majorité pour le renverser pour l'instant. Je pense qu'il fait le pari de se dire, avant moi, il y a déjà eu des réformes impopulaires, ça, c'était difficile, et puis finalement, après, on est passé à autre chose. Il fait aussi peut-être le pari de parler quand même à sa base, qui certes s'est effrité. Il y a une partie de ses électeurs qui s'interrogent un peu, mais les 3/4 continuent quand même de le suivre, approuvent pas forcément la méthode, mais le fond, et il se dit, comme le pays est fracturé, finalement, si j'arrive à conserver à peu près mon socle, ça suffira peut-être. C'est un pari risqué, mais j'imagine que c'est celui qui fait pour le moment. Oui, Laurent Fargerman, est-ce que vous reprenez à votre compte l'expression crise démocratique? Ah oui, mais moi depuis le début, je pense que c'est très important, et je pense que ça sert à rien de le nier. De toute façon, cette crise est préexistante à la situation et l'attitude du pouvoir l'a renforcée. Mais pourquoi crise démocratique? Il a été élu, Emmanuel Macron. Ça veut dire que Marine Le Pen n'est pas une candidate comme les autres et que donc, quel que soit le candidat qui l'emporterait face à elle, n'aurait pas de légitimité? Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, je suis assez d'accord avec Sophie Binet que plus le temps passe, plus c'est remis en cause. Non, je pense que sur le fond, et ça c'est pas de la faute d'Emmanuel Macron, avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, on n'a pas eu un vrai débat. Normalement, les présidentielles sont le moment politique où les Français s'intéressent vraiment à ces questions et font un certain nombre de choix. Là, ça n'a pas été le cas et on en paye les conséquences aujourd'hui. Par ailleurs, oui, il y a une crise démocratique parce que quand les députés, ça a été dit, n'ont pas voté sur les aspects essentiels du projet et que le temps imparti a été limité... Mais ça, c'est pas la responsabilité d'Emmanuel Macron, c'est la responsabilité de la NUP, c'était la stratégie de la NUP. Ah non, c'est la stratégie des LFI, ne confondez pas tous les partis. La NUP a suivi. Non, pas du tout. Sur les milliers... si, au final, c'est la stratégie de la NUP qui l'a emporté quand même, même si... de LFI qui l'a emporté, même si c'était effectivement les autres partis souhaitaient aller au bout. Mais il aurait pu y avoir une semaine de débat de plus, ça n'aurait pas été un drame. On n'est pas à la situation aux États-Unis où vous avez des mois, quelquefois, de blocage. J'exagère peut-être sur des mois. Je pense, juste un mot peut-être sur l'affaire syndicale, si vous voulez. Je pense que ce qui est assez frappant, c'est qu'elle tient.
Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très important dans la séquence, et ça va peser pour la suite d'ailleurs. Alors c'est une forme d'union libre, ils ne sont pas mariés, et ça peut très bien... mais j'ai l'impression vraiment quand je les vois agir, qu'ils vont tout faire pour éviter, au moment où ils sont peut-être en désaccord trop fort, pour éviter que ça soit un clash, comme ça a été le cas en 2003. Et de ce point de vue-là, la force des manifestations, en recul, évidemment, mais ça reste suffisamment fort pour empêcher qui que ce soit dans les directions syndicales de partir comme ça. Vous avez dû vivre aussi de l'intérieur une phrase du président de la République qui sape les efforts du Premier ministre, non ? Oui, c'est toujours des moments un petit peu compliqués, effectivement, dans ce cadre-là. Oui. Non, moi je trouve à l'inverse que l'expression crise démocratique, je la trouve quand même logique dans la bouche de Laurent Berger et dans la bouche de Sophie Binet, mais je n'y souscrirai pas. Pourquoi ? Parce qu'on se plaint assez souvent du fait, et ça a été le cas souvent dans le passé, qu'un certain nombre de candidats élus n'ont pas respecté leur programme électoral. Et il n'y avait quand même pas 36 000 choses dans le programme électoral d'Emmanuel Macron. Il y avait ça. Il y avait ça, et on avait même théorisé longtemps le fait que pour les sujets difficiles, pour pouvoir les faire passer, il était essentiel de les présenter devant les électeurs et de s'engager au moment des élections devant les électeurs en indiquant qu'on le ferait. Donc je pense que c'est normal quand même de le rappeler. Oui, parce que, pardon de vous interrompre, en disant je suis favorable à un report de l'âge à 65 ans, c'était... Alors il y avait un petit flou pendant sa campagne présidentielle, mais bon, il savait que ce ne serait pas populaire, il prenait d'une certaine façon un risque, un petit risque politique, calculé, mais il prenait un risque politique. Et il l'a fait précisément parce qu'il anticipait le fait que ça serait compliqué. Et donc je pense que c'est un point important. Il a été en tête au premier tour, si on parle du deuxième tour, mais au premier tour, il était en tête. Et donc c'est pour ça que moi, je ne parlerai pas de crise démocratique. Il y a une majorité relative, certes, mais il y a une majorité quand même, qui, là aussi, a été élue avec ce point-là qui était dans le programme. Après, c'est un moment compliqué. Ça, évidemment, c'est un moment compliqué. Et je pense que la stratégie, vous l'avez dit tout à l'heure, la stratégie du président de la République, c'est sans doute de se dire, ben voilà, il y a eu d'autres moments compliqués sous la Ve République, il y a eu d'autres mouvements sociaux difficiles, et donc la stratégie dans ces cas-là, c'est de savoir gérer intelligemment le temps, c'est-à-dire envoyer à des moments clés des signaux, envoyer des signaux d'ouverture à certains moments, des signaux de fermeté à d'autres moments, et donc effectivement faire preuve à la fois de hardiesse et de diplomatie. User de la hardiesse à certains moments, de la diplomatie à d'autres. C'est extrêmement compliqué. Alors il y a un mot qu'on emploie souvent, c'est le mot impasse depuis quelques jours, parce qu'il y a une sorte de double blocage. Il y a un blocage social avec les syndicats, puis il y a un blocage politique, on l'a vu, puisqu'il a fallu en passer par le 49.3. Christelle Krablès, ce qui est intéressant sur ce blocage politique, pour en sortir, on pourrait rêver d'une sorte de coalition à l'allemande. D'ailleurs, c'est peut-être un peu la feuille de route qui a été donnée à Elisabeth Borne, sauf que pour créer une coalition, il faut des partis politiques qui sont prêts à y rentrer. On en est très très loin aujourd'hui. On est très très loin, c'est pas déjà vraiment dans la culture française. Ah, ça c'est sûr, ça c'est loin d'être dans notre culture. Et puis certes, il a une très large majorité contre lui, mais encore une fois, cette majorité n'est pas d'accord sur tout. Et on assiste quand même à une forme de tripartition de la vie politique qui est un fait nouveau. Et certes, il est très très loin d'être majoritaire, beaucoup de gens s'opposent à lui, mais entre la NUP, entre le RN... voilà, cette tripartition pour moi est le principal blocage et c'est vrai que c'est pas évident de voir quelle va être la suite et la sortie de l'impasse. Alors on continue d'essayer de cogiter pour trouver des scénarios, des scénarii de sortie de crise. Imaginons, alors c'est totalement improbable aujourd'hui, qu'Emmanuel Macron renonce à cette réforme. Laurent Fragerman, est-ce qu'il pourrait faire confiance aux partenaires sociaux? C'est-à-dire, c'est une sorte de Grenelle du temps de travail, du sens du travail dans notre société, dans notre économie. Alors, l'avantage pour lui, ce serait qu'il pourrait diviser les syndicats. Parce que dans la réalité, je pense qu'il pourrait travailler avec la CFDT, la CFTC, etc. Il aurait des points d'accord. Ceux-ci ont des propositions. Ce serait plus simple pour lui. Et déjà, en fait, ce qui est amusant, c'est qu'en parallèle de ce blocage total au niveau de l'État, le dialogue social, en tout cas, vous avez des accords interprofessionnels qui sont signés par la CFDT avec le patronat au même moment. Donc, c'est pas impossible du tout. Simplement, moi, je trouve que ce qu'il lance
annonce pour l'instant comme signaux sur d'autres chantiers, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que c'est sur la question des retraites qu'il faut avoir des avancées. Et le paradoxe, c'est que tout est polarisé. Vraiment, tout le monde pense à l'âge de la retraite, qui est la mesure symbolique et donc la plus difficile à bouger, alors qu'on pourrait négocier sur les cotisations. Il y a plein de mesures techniques qui peuvent être prises. Oui, mais les syndicats disent on ne bouge pas, on ne veut même pas discuter si on reste sur les 64 ans. Il y a quand même 2 semaines, ils avaient dit un peu autre chose. Ouais. Je pense que si vraiment... Enfin, en tout cas, ils auraient intérêt, après c'est à eux de voir, je ne vais pas décider à leur place, mais ils auraient intérêt quand même, je suis d'accord, à réfléchir à une sortie de crise, eux aussi. Parce que sinon, si on amène... Tout le monde dans la rue pour un échec total, même si leur image sera quand même renforcée, ce sera quand même difficile. Ouais, alors c'est facile depuis mon siège, mais si Elisabeth Borne arrive à une prochaine réunion en disant allez, si on discutait autour de 63 ans et demi ou 63 ans, mais à condition qu'on remette tout à plat et qu'on lance, j'adore la tête que fait Mathilde, qu'on lance un Grenelle du temps de travail. On n'est pas dans ce momentum. Certainement. Et on n'a pas pu être de toute façon dans ce momentum, puisque dès l'origine, la question de l'âge et même la question de la durée, parce qu'un temps avait été évoqué, le fait de dire, bon, l'âge c'est compliqué, mais il y a eu d'autres réformes des retraites dans le passé, et la question de la durée de cotisation pouvait être un paramètre. Le congrès de la CFDT a fermé cette porte. C'est vrai. Et donc, effectivement, il n'y avait pas de possibilité. Parce que c'était la ligne Laurent Berger, mais il n'a pas eu la majorité. Absolument. Quand vous regardez ce qui s'est passé dans l'histoire des réformes sociales dans notre pays, pour qu'il puisse y avoir un accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux, il faut qu'il y ait quelque chose à donner de part et d'autre. Et là, on voit bien qu'il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas sur la table, on n'avait pas d'esquisse de compromis possible. On a vu, par exemple, en 2013, quand il y a eu l'accord sur les plans sociaux, d'un côté, avec l'assouplissement des plans sociaux d'un côté et la généralisation de la complémentaire santé de l'autre, on voit bien, par exemple, que là, il y avait un deal avec 2 sujets qui étaient de nature différente. Là, on aurait même pu imaginer un deal avec d'autres sujets, avec le sujet des retraites. Mais là aussi, on n'avait rien sur la table. Il n'y avait pas de sujet sur la table permettant de dire, OK, l'âge ou la durée, ou les deux, ça va être compliqué, mais en contrepartie, il y a tel autre sujet. C'était pas le cas. Donc après, pour l'après, il va falloir laisser le souffler retomber, effectivement, les esprits, le passage de la décision du Conseil constitutionnel. Mais toute la difficulté, ça sera de trouver des sujets, et vous avez fort justement mentionné le fait que les partenaires sociaux eux-mêmes, tout seuls, ont été capables, par exemple, sur le partage de la valeur, de trouver ce deal. Oui. Mais donc la difficulté, ça sera d'avoir des sujets qui permettent de nourrir ces équilibres. Et il y a toujours des discussions, des négociations en cours. C'est ce que rappelait Geoffroy Roux de Bézieux à la sortie de son entrevue avec la Première ministre à Matignon hier. Forcément, nous on venait pas demander le retrait, donc je vous surprends pas en vous disant que forcément on est moins déçus. La question au fond, c'est comment on reprend. Alors c'est probablement trop tôt, on attend tous le verdict du Conseil constitutionnel. Enfin, à un moment ou un autre, il faudra bien reprendre le dialogue social. Je signale d'ailleurs au passage que le dialogue n'a jamais cessé entre les organisations patronales et les organisations syndicales. On continue à discuter, il y a 3 négociations en cours. Donc, de ce point de vue-là, le dialogue social continue. Ça discute de quoi, d'ailleurs, Laurent Frey-Germann ? Ça discute de plein de sujets dont je serais bien incapable de vous parler. Bon. C'est marrant, ça passe sous les radars médiatiques, c'est intéressant, alors que le dialogue social, il continue, il est en cours. Donc, c'est quoi le sens de la sortie de Geoffroy Roux de Bézieux ? C'est faites en sorte qu'on puisse se mettre autour de la table avec les syndicats sur les grands sujets ? Oui, alors je le trouve c'est un peu facile de sa part, parce qu'il a quand même demandé fortement cette réforme en janvier, après il a disparu des écrans, et puis là il nous dit... C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup intervenu pour la défendre, hein. Peut-être donc, à la demande du gouvernement, d'ailleurs. Peut-être. Mais en tout cas, voilà. Je pense vraiment qu'il y a une question de posture politique. C'est-à-dire que cette réforme aussi, si les syndicats ont une difficulté, c'est que la marche est extrêmement haute. Parce que dès le début, ça a été présenté et pensé par M. Macron comme un marqueur qui allait lui permettre d'avancer sur d'autres sujets. Donc il a mis beaucoup de charges symboliques et politiques dans cette réforme des retraites. Et par conséquent, c'est cet aspect politique aussi qui coince. Oui. Avec aussi cette volonté présidentielle, il l'a annoncé dans son interview au Trésor de TF1 et France 2, alors
j'allais dire passer outre, j'allais employer un anglicisme, bypasser, c'est-à-dire que se passer du Parlement, ou en tout cas faire en sorte qu'il intervienne moins. Est-ce qu'on peut continuer de réformer ce pays? Il y a juste une urgence climatique, il y a une adaptation à la nouvelle donne économique qu'il faut faire sans le Parlement. Franchement, ça paraît compliqué, parce qu'il faudrait avoir des textes consensuels, et là, on est tellement dans un climat d'hostilité, de division, que je vois pas très bien les textes qui pourraient susciter un consensus, ou alors des textes mineurs, qui doivent exister, mais moi, les 4 années à venir là, du second quinquennat me paraissent complexes. Il va falloir sortir de cette situation, mais voilà, j'ai pas la solution. Non, parce que si elle était simple, je pense que l'exécutif l'aurait trouvé. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce premier débat. Je vous dis évidemment à bientôt sur Public Sénat.